Je me suis laissée guider par les intérêts des anciens de la communauté, qui étaient intéressés par leur passé, par leur patrimoine. J'ai mené des enquêtes auprès d'anciens de consultants de Cape Mudge, mais aussi de la communauté de l'autre réserve qui fait partie aussi de la tribu Lerwiltok de Campbell River. Et puis aussi, j'ai aussi mené des enquêtes, fait des interviews auprès de personnes, d'anciens d'autres communautés. Et puis donc ce travail d'enquête a été complété justement par un travail en archives qui soit sur bien sûr les voyageurs, les traiteurs de fourrure. Je suis allée à Winnipeg, je suis allée aux archives aussi provinciales de Victoria, sur les archives aussi du département des affaires indiennes. Et puis effectivement, donc aussi s'appuyait sur une étude des travaux publiés, des travaux ethnographiques publiés, puis des travaux de Boas et notamment. Voilà. Donc, donc je suis restée sur la réserve, je pense 15 mois, parce que je suis repartie en mars 1981. Et donc je suis rentrée à Paris. Et je suis rentrée à Paris et donc là je me suis mise à travailler un petit peu parce que j'avais pas de ressources. Mais je me suis mise en quête d'un nouveau directeur de thèse. Parce que je ne souhaitais pas, pour diverses raisons, continuer rédiger ma thèse sous la direction de Jean Mallory. Mais là, c'était vraiment un problème parce qu'il n'y a pas de tradition nord-américaniste en France. Donc, il n'y en a jamais eu. Des collègues comme Bernard Saladin d'Anglure, Dominique Legros, Frédéric Legrand sont allés étudier au Canada. Et ont eu des postes au Canada. En France, on est simplement, peut-être même pas, les ethnologues français qui travaillent sur l'Amérique du Nord et se comptent peut-être même pas sur les doigts d'une main. Enfin, il y en a beaucoup, on est 4 ou 5, 3 ou 4. Donc il n'y a pas vraiment aucune tradition. On peut spéculer là-dessus, mais il n'y a eu aucune tradition. De toute façon, c'est vrai que l'Amérique du Nord n'était pas un territoire colonial de la France, mais toutefois, quand même, il y a eu toute une tradition américaniste sur la Mésoamérique en France, du Puy-Rivet, et voilà. Donc, malgré les travaux de Marcel Mauss sur la côte nord-ouest et sur le potlatch, sur la théorie du don. Donc, c'était compliqué de trouver un directeur de thèse. Donc, je suis allée évidemment par l'intermédiaire d'une amie. J'avais rencontré un africaniste, un africaniste, un anthropologue africaniste qui était au laboratoire, qui était membre du laboratoire d'anthropologie sociale, Michel Izard, qui elle m'avait dit tu écoutes, va le voir parce que de toute façon il a écrit aussi quelques articles dans le Nouvel Observateur sur les Amérindiens. Voilà. Donc je suis allée voir Michel Izard qui m'a conseillé d'aller voir Claude Lévi-Strauss.
et puis que j'ai rencontré dans la foulée quelques semaines après mon arrivée. Et je me souviens aussi là avoir été tétanisée et j'avais fait un véritable cauchemar dans la nuit avant de le rencontrer. Et j'avais, je sais pas, j'étais comme ça dans une espèce de caverne où il y avait des Zonoquas, ces personnages mythologiques, cette espèce de, comment on l'appelle, c'est comme une cannibale qui mange des enfants avec ses yeux et puis sa bouche et qui aussi, dans une certaine mesure, elle est aussi, oui, elle ravit les enfants, elle les emmène dans son panier. Et puis aussi, elle est aussi une dispensatrice de richesse. Et c'était l'époque où, effectivement, Claude Lévi-Strauss venait de publier La Voix des masques, c'est le bel ouvrage dans la collection Skira. Et puis donc Lévi-Strauss m'avait demandé, m'avait orienté vers une autre personne, une américaniste, qui m'a dit « Oh là là, il faudrait que je relise tout Boas, voilà ». Et bon, et donc finalement, Michel Izard, pour des raisons administratives, donc a accepté de diriger ma thèse, voilà. Et puis, je me suis attelée à la rédaction de cette thèse, mais comme s'il fallait que j'embrasse tout ce qui s'était fait et dit sur les Kwakwaka'wakw. Donc j'ai commencé ma thèse, donc c'était une thèse en 2 volumes, et j'ai commencé à la préhistoire, pour travailler, pour reparler simplement d'un des groupes Kwakwaka'wakw. Mais en fait, ce premier volume, c'était comme une mise en place, en quelque sorte, de la culture Kwakwaka'wakw, où j'ai traité notamment de la préhistoire, j'ai traité du territoire, j'ai traité de l'organisation sociale, et puis, je sais pas, du potlatch. Donc en fait, c'était quand même une mise en place de mon sujet. J'avais besoin de mettre tout ça en place, sur l'histoire des contacts, etc. Et puis le deuxième volume donc, était consacré donc, à l'histoire des Léquiltok. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Donc là, j'ai commencé par la mytho-histoire, par toute cette période d'expansion territoriale en territoire séliche. Qu'est-ce que j'ai traité aussi de la guerre, comment les rapports entre justement les Séliches et les Léquiltok, et ce mouvement d'expansion qui s'est terminé avec le début de la colonisation, de la mise en place de la Colombie-Britannique dans les années 1860. Où l'élan a été brisé par les canonnières qui étaient envoyées par les représentants de la province. Et puis aussi cet élan aussi qui a été certainement stoppé par l'introduction des maladies, de la variole dans les années 60. Je crois que c'est en 62 ou 63, 1862 ou 63, où il y en a un marin qui venait de San Francisco, qui avait la variole, qui a débarqué à Victoria. C'était un grand lieu d'échange où les autochtones, les Haïdas, se rendaient à Victoria pour faire du commerce. Et puis après, ils ont répandu, les autochtones de cette région ont été chassés de Victoria, puis après ils ont répandu la variole sur le long de la côte. Et donc, ce qui a été un grand bouleversement démographique, ce qui a provoqué un grand bouleversement démographique dans la région.
Voilà, et puis donc effectivement, j'ai parlé, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de l'organisation sociale. J'ai essayé de reconstituer les différents éléments de l'organisation sociale des Huiltoques, et puis aussi de parler de la spécificité du potlatch les Huiltoques. Voilà, et puis aussi de la mise en place des réserves. Donc le deuxième tome de cette thèse, après, a fait l'objet d'une publication d'un livre que j'ai intitulé Les fils de Wakai, une histoire des Indiens et les Huiltoques, que j'ai publié en 1992. Donc, il reprenait le deuxième tome de ma thèse. Voilà, et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de faire publier cette thèse. J'ai pas souhaité la traduire moi-même, et donc j'ai essayé de la faire publier en anglais. Je m'étais adressée parce qu'il me semblait que ce qui était l'institution adéquate pour publier cette thèse, c'était le musée national, est-ce que c'était à l'époque encore le musée des civilisations, peut-être pas encore, le musée d'Ottawa, qui avait toute une série de publications en ethno. Je ne sais plus comment ça. Bon, ça me paraissait adéquat de pouvoir publier ça dans le cadre de leur collection. Et puis, l'affaire s'est pas faite. Faute de moyens, faute certainement. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, ça n'a pas été. J'ai pas pu mener à bien cette entreprise. Mais ce travail a quand même servi à quelque chose. Puisque mes recherches sur la territorialité, les Huiltoques, ont été utilisées lors d'un procès, qui était, il y avait une controverse, un conflit de terre entre donc les Huiltoques, les Wiwakai de Cape Mudge et les Wiwakam de Campbell River. Qui était sur les droits d'utilisation d'une réserve. Donc ça a été utilisé parce que effectivement l'enjeu était important, parce qu'il s'agissait soit on avait laissé un groupe utiliser un morceau de réserve qui était très peu important à l'époque, mais dont les enjeux dans les années 1980 et 90 allait être tout autre, parce qu'il s'agissait de construire une marina. Il y avait des enjeux économiques très très importants. Ça, je sais que mes travaux ont été utilisés dans ce cadre. Et puis récemment aussi, ils ont été utilisés dans le cadre, plus récemment, dans le cadre de ces négociations du BC Treaty Process, dans les années 1990-2000, et qui finalement, apparemment, n'amenait à rien, a été abandonné. Mais bon, j'ai pas vraiment suivi cette affaire. Voilà. Après, j'ai travaillé toujours, je me suis intéressée à la collection du potlatch, mais peut-être que je devrais parler des circonstances de la confiscation de cette collection. Après avoir travaillé donc sur l'histoire des Huiltoques, je me suis aussi intéressée aux objets de la Potlatch Collection qui était abritée au Quagul's Museum. Et cette collection a été assemblée en 1922 par l'agent des affaires indiennes à la suite de l'organisation illégale d'un potlatch. Et le potlatch était interdit depuis 1884.
Il y a eu un article supplémentaire qui a été ajouté à l'Indian Act, à la loi sur les Indiens, qui interdisait toute pratique cérémonielle donc en Colombie-Britannique. Puis même bon, au Canada. Donc en fait, le potlatch, qu'est-ce que c'est? Donc le potlatch, c'est une cérémonie au cours de laquelle au cours de laquelle sont transmis des privilèges au sein des nobles et des aristocrates et qui sont et comment dire, la transmission de ces biens est validée par une distribution, la transmission de ces privilèges est validée par, disons, l'échange de biens. C'est-à-dire que le chef qui veut valider ses biens invite des invités, hein, l'hôte invite des invités qui publiquement sont récompensés en témoignage de leur présence, de leur présence et donc de leur présence à ces cérémonies et qui valident, disons, cette transmission publiquement. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est donc les potlatchs sont organisés selon les groupes de la côte nord-ouest. Certains groupes, notamment dans le nord, sont plutôt les potlatchs très importants. Ce sont les potlatchs funéraires à la mort d'un chef, où là on transmet des biens à la mort d'un chef. Mais il y a aussi des cérémonies de moins grande ampleur, quand on donne un nom à un enfant, quand il y a aussi les mariages aussi chez les Kwakwaka'wakw. C'est un très très important moment dans la vie d'une personne où là sont transférés des biens symboliques du père, qui sont transformés en des biens symboliques. Et puis il y a aussi le retour de la compensation matrimoniale, où les parents de la fiancée, de l'épouse, transmettent des biens symboliques, des danses, des chants, des noms à la famille de l'époux pour les enfants à venir. Donc ça, c'est très très important. Mais il se trouve en raison effectivement il y a eu différents problèmes. C'est-à-dire que le potlatch, notamment chez les Kwakwaka'wakw, a donné lieu à certaines extravagances, certaines rivalités, au cours desquelles certains biens ont été détruits. Parce qu'il fallait écraser son rival, etc. Et ça s'explique aussi, dans le contexte de la fin du XIXe siècle, du XIXe siècle, pardon, où effectivement, à cause de la péjoration démographique, il y avait donc les Kwakwaka'wakw étaient organisés selon un système hiérarchique avec les nobles, les gens du commun et les esclaves. Seuls les nobles avaient des titres. Et donc il y avait ces titres, ces noms correspondaient à des positions au sein de la maison. Effectivement, en raison de cette péjoration démographique, il y avait plus de places, plus de postes, plus de titres, de positions vacantes. Il y avait des positions vacantes et pas assez de personnes pour les occuper. Et ce qui s'est aussi, donc il y a eu une espèce de rivalité qui s'est instituée aussi du fait que l'économie de subsistance était passée à l'économie de traite et puis ensuite à l'économie
de marché. L'économie, c'était avec le travail salarié notamment, hein, les gens les personnes qui travaillaient dans les conserveries. Donc il y a eu là un afflux de richesses qui a fait que effectivement il y a pu y avoir des rivalités entre les personnes qui voulaient obtenir des droits. Et puis en fait, effectivement, aussi, il y avait les mariages étaient comment dire, imposés par la famille, et en fait, le but du mariage, c'était d'acquérir un patrimoine de plus en plus important, un patrimoine symbolique de plus en plus important. Bon, toujours est-il que les missionnaires et puis les représentants du gouvernement ont encouragé le gouvernement fédéral à interdire la pratique du potlatch sous prétexte que les gens se réunissaient dans les villages pendant l'hiver, qu'il y avait une concentration de population qui favorisait la propagation des épidémies, qu'il y avait des rites il y avait des rites païens, le cannibalisme, etc. Pour différentes raisons, que les gens ne travaillaient pas pendant l'hiver, que des gens dépensaient tous les biens qu'ils avaient accumulés, ce qui était contre la morale protestante. Bon, pour différentes raisons, le gouvernement canadien a interdit la pratique du potlatch. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Kwakwaka'wakw ont toujours continué à pratiquer leurs rituels et leurs cérémonies. La loi a été changée, je crois, en 1895, et puis après, elle a été renforcée en 1918. Ce qui a fait que le changement en 1900... En fait, très peu de personnes de chefs ont été arrêtés entre 1884 et 1918. Mais il y a eu un renforcement après, en 1900, donc à la fin des années 1910, et qui permettait finalement aux agents des affaires indiennes et à la police de procéder à des arrestations et aussi à procéder à des jugements. Parce qu'il y avait eu des procès les années auparavant, mais les juges avaient été très cléments parce que la loi était mal définie. La loi, on disait que c'était des individus qui étaient condamnés, alors que le potlatch, il concernait un groupe en son entier. Voilà. Donc, en 1900, vers les années 1920, l'agent des affaires indiennes qui était en poste à Lord Bay, a voulu frapper un grand coup et à la suite d'un potlatch qui s'était tenu dans ce petit village, Village Island, aux alentours de Noël 1921, qui avait réuni un nombre important de personnes. À la suite de ce potlatch, je pense qu'il y a eu des informateurs amérindiens qui ont fait un rapport à Hallyday, et donc il a procédé à l'arrestation d'à peu près 80 personnes. Donc il y a eu un procès qui s'est tenu à Lord Bay au printemps 1922, et à la suite de ce procès, je pense que 9 personnes ont été ont été acquittées. Certaines ont été condamnées à plusieurs mois de prison avec sursis. Mais ce qui s'est passé, c'est que les juges ont demandé aux contrevenants, entre guillemets, de plaider coupable, et de dire que de toute façon ils allaient arrêter d'organiser des potlatchs. Mais je pense que l'agent des affaires indiennes a exigé que
comment dire, pour démontrer leur bonne foi, ils abandonnent leurs objets cérémoniels. Et c'est ainsi que un certain nombre de chefs de différentes tribus ont abandonné sous la pression leurs objets cérémoniels. Ceux qui ne se sont pas pliés à cette injonction ont été condamnés à des mois de prison, de 2 à 4 mois de prison. Voilà, donc ce qui fait que ces objets, il y a à peu près 500 objets à peu près qui ont été confisqués en 1922, qui ont été rassemblés par l'agent des affaires indiennes à Alert Bay. Ces objets ont été rassemblés dans un bâtiment qui était tout près de l'église, et ils ont été photographiés, et puis il y avait le nom des propriétaires qui ont été inscrits, ou du moins qui a été relevé, le nom des propriétaires qui a été relevé qui a été relevé. Donc il y avait une liste des propriétaires. Et ces objets ont été ensuite envoyés au musée d'Ottawa, parce qu'en fait, tout d'un coup, ça faisait partie du patrimoine culturel canadien. Mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Et ils ont été envoyés au musée d'Ottawa. Après, une partie, à peu près 300, est restée au musée d'Ottawa. À peu près une centaine, 130, 120, 130 ont été envoyés au musée de Toronto, Royal Ontario Museum, parce qu'effectivement, lors des grandes collectes des grandes collectes à la fin du 19e siècle, les collectes, c'est plutôt les musées américains et les musées européens qui ont collecté des objets, et pas le Canada. Mais l'agent des affaires indiennes, William Halliday, avait quand même vendu 32 pièces à un collectionneur privé américain qui s'appelle George High, qui était le fondateur du Museum of the American Indian à New York, un musée qu'il a fondé en 1916. Voilà, donc voilà un peu le truc. Donc, je reviendrai sur tout cela tout à l'heure. Donc, dans les années 1950 ou début des années 1960, les Kwakwaka'wakw se sont intéressés à cette collection, et puis ont demandé la restitution de cette collection. Il y a eu différents chefs. Jimmy Seaweed est allé à Ottawa, a sorti son carnet de chèques pour payer le chef Jimmy Seaweed, pour payer. Il y avait aussi des gens de Comox, il y avait plusieurs chefs qui l'ont accompagné. Et donc, mais le processus de discussion, de négociation a duré plusieurs années, jusqu'à ce que le musée d'Ottawa arrive à un accord, je suppose, au début des années 1970, peut-être 72, c'était en 72, un accord sur la restitution des pièces de la Potlatch Collection, de la collection Potlatch, au Kwakwaka'wakw. Mais l'idée était, il y avait une condition à cela, c'est que les objets soient restitués non pas aux propriétaires des objets ou aux descendants de ces propriétaires, mais que ces objets constituaient une partie du patrimoine Kwakwaka'wakw et devaient être abrités dans un musée, avec toutes les conditions adéquates pour la conservation de ces collections. Ensuite, il y a eu des désaccords au sein des communautés Kwakwaka'wakw, des désaccords qui, d'une certaine manière, remontaient à ce potlatch de 1921.
mais aussi donc ce potlatch avait été organisé par un certain Dan Cranmer, qui était un chef Nimkish, et qui est une famille très très importante chez les Nimkish. Et donc il y avait eu, et que c'était aussi une communauté donc Nimkish d'Alert Bay, et donc il y a eu un conflit donc entre Cape Mudge, les communautés de Cape Mudge et la communauté d'Alert Bay. Je pense au départ c'était Cape Mudge qui avait été choisi pour accueillir le musée parce que c'était la communauté était plus centrale sur l'île de Vancouver, alors que Alert Bay était beaucoup plus au nord. Il y avait eu je pense aussi, peut-être aussi parce que c'était peut-être aussi une communauté plus moderne. Mais les Nimkish d'Alert Bay ont revendiqué leur statut de centre culturel des Kwakwaka'wakw, puisque c'était là, après, non pas l'abrogation de la loi anti-potlatch, mais disons de son abandon dans la loi sur les Indiens en 1951, c'est à Alert Bay qu'ont été organisés les premiers potlatch dans les années 60. Et puis il y avait aussi la construction d'une maison communautaire où avaient lieu les cérémonies. Et puis il y avait aussi la fille de Dan Cranmer, Gloria Webster Cranmer, qui était aussi, qui avait des acquaintances avec les musées muséographiques, qui avait travaillé à UBC, qui était une femme qui avait une certaine éducation et qui connaissait très très bien la culture Kwakwaka'wakw. Enfin bon, il y avait beaucoup de... et qui était aussi, qui voulait vraiment jouer un rôle dans cette affaire. Donc finalement, le département des affaires indiennes qui était propriétaire des collections, puisque j'ai oublié de dire que une fois que la collection a été réunie à Ottawa, il y a eu la collection a été évaluée et les chefs Kwakwaka'wakw ont reçu une compensation, mais de peut-être 50 cents pour un sifflet et 2 ou 3 dollars, voire 4-5 dollars pour un masque. Et certains ont refusé la compensation. Ils ont été humiliés, véritablement humiliés, et donc n'ont pas accepté la compensation. Quant au cuivre, ce sont des plaques de cuivre qui étaient échangées notamment lors des mariages, qui étaient des biens prestigieux. Certains valaient plusieurs milliers de dollars, et donc c'était Edward Sapir, l'ethnologue Edward Sapir a refusé d'indemniser les chefs Kwakwaka'wakw pour les cuivres. Et puis d'autant que certains cuivres étaient détenus par plusieurs personnes. Donc le musée, donc il y a eu 2 musées finalement. Il a été décidé que 2 musées seraient construits. Donc il y a un musée, qui s'appelait à l'origine le Kwagyouth Museum, qui a été construit à Cape Mudge. Et qui a été inauguré en juin 1979, donc c'était juste quelques mois avant que j'entame mes recherches de terrain. Et puis le Umista Cultural Center à Alert Bay, qui a été inauguré en novembre 1980. Donc la collection a été divisée selon des affiliations politico-familiales entre les 2 musées. Il y a eu aussi, donc dans les années 60, à la fin des années 70, début des années 80, il y a eu un changement. Des changements ont été opérés dans les années 90, puisqu'il y avait des familles qui ont souhaité que leurs objets
cérémoniels soient transférés à Lordbeck, qui était plus près de leur communauté d'origine. Et puis la Potlatch Collection, les objets qui étaient jusque-là dans les collections du Royal Ontario Museum ont été restitués dans les années 80, en 88. Puis les collections qui étaient, les objets qui ont été, achetés par George High en 1922, puis lors d'une deuxième campagne de collecte en 1926, j'y reviendrai aussi, ont été, pour le compte de l'American Museum, de Museum of the American Indian, ont été restitués, je pense, en 2002-2005 à plusieurs étapes. Mais là, il faut dire que le Museum of the American Indian, après la mort de High dans les années, je ne sais plus si c'était les années 50 ou 60, je ne me souviens plus exactement. Le musée a continué à fonctionner, mais en plus est entré dans le giron de la Smithsonian Institution dans les années 1980-90, en 1990 je crois. Et donc il y a eu un nouveau musée. Donc le Museum of the American Indian est devenu le National Museum of the American Indian en 1990, et les collections ont été transférées de New York à Washington DC. Voilà. Donc il était bien sûr dans la politique du musée, du National Museum of the American Indian, de NMAI, de restituer les pièces de la Potlatch Collection. Voilà. Donc, pour dire tout ça, pour rappeler le contexte, et donc à partir de, je pense, 1988, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches sur ces objets de la Potlatch Collection auprès d'aînés de différentes communautés dans le but de rédiger un catalogue raisonné de cette collection. Donc j'ai fait pas mal d'interviews sur la manière dont les objets avaient été transmis. En même temps, dans les objets, comment les objets avaient été transmis d'une famille à une autre, par mariage, etc., ou au sein d'une maison. Voilà. Et puis, donc, je voulais faire un catalogue que j'ai rédigé un catalogue où j'ai des objets, où j'ai parlé des objets, j'ai organisé les objets en fonction de leur catégorie, dans quel type de rituel ou de danse ils étaient utilisés. Voilà. Et puis j'ai écrit une introduction par rapport donc à l'histoire de cette collection. Mais je crois que c'était un petit peu difficile parce que je me suis un peu, puisque j'étais à Cape Mudge, peut-être j'ai pris plus ça c'est le dilemme où j'étais un petit peu partagée entre les deux communautés, et j'ai peut-être été trop rapide, où j'ai pas présenté assez bien la complexité de ce qui se passait, des enjeux dans la restitution de cette collection, et des enjeux entre plusieurs familles, et voilà. Donc j'avais présenté ce catalogue pour la publication, et ça n'a pas été accepté, mais enfin il y a toujours le manuscrit qui est là, et qui
Et donc, je suis pas revenue sur la question, et donc ce travail a été fait. Et le catalogue, il y a un exemplaire de ce catalogue, enfin sous la forme de manuscrit, qui a été déposé au Quaggus Museum, qui depuis s'appelle le New Valley Cultural Center, voilà, Museum and Cultural Center. Voilà.